Bonjour à tous, on est réunis pour notre troisième webinaire. Alors le précédent, on était sur une majorité féminine et là on est revenu malheureusement à la majorité masculine. On va parler d'Acquisition Strategy Design. Le livre sort aujourd'hui en librairie, en magasin, enfin pour ceux qui peuvent le prendre en click and collect, il y a la librairie, sinon il y a Amazon sur lequel on a notre boutique. Jérémy va mettre le lien du bouquin vers la librairie. Moi, je vais mettre l'offre sur le livre sur Amazon. Donc voilà, le livre sort aujourd'hui. C'est l'occasion. On a parlé ce matin de la méthode, on a parlé de la place de la communication dans l'acquisition. Là, on va plus parler du marketing et en particulier aussi des nouveaux sujets marketing digitaux, de la possibilité de distribuer en digital, etc. Aujourd'hui, je laisse chacun se présenter en commençant donc honneur aux dames avec Valérie. À toi la parole, Valérie. Bonjour, je suis Valérie Vax, je suis consultante chez 1 minute 30 en acquisition, mais également en fidélisation client. Donc, je ferai peut-être le pont entre ces deux étapes clés du cycle de vie client. Et dans le livre, je me suis plus particulièrement penchée sur tous les mécanismes de promotion et dispositifs de marketing relationnel. Samuel. Merci. Moi, je me présente, je suis aussi consultant chez 1 minute 30 sur toute la partie e-commerce et marketing digital. Avant ça, j'ai eu l'honneur de diriger le groupe Bioloca, qui est devenu numéro 1 en Europe en e-commerce sur toute la thématique des maux de dos. On a été une très grande success story et avec plus de 62 millions d'euros de chiffre d'affaires généré, plus de 23% de marge bénéficiaire. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je me suis spécialisé en consulting et c'est vrai que ça a été normal et on va dire naturel pour moi de me connecter avec 1 minute 30 avec toi, Gabriel, et j'étais ravi de collaborer, enfin, autant que j'ai pu sur ce livre. Alors, je continue du côté de la team 1 minute 30 avant de passer la parole à Frédéric et à Philippe. À toi, Antoine. Bonjour à tous, donc Antoine Généraux. Moi, j'ai commencé à travailler avec 1 minute 30, ça fait 1 an et demi maintenant, en tant que consultant. Consultant Acquisition Strategy Design et après sur des problématiques plus de développement international. Avant ça, j'ai créé et dirigé une entreprise de e-commerce international en Allemagne. Donc là, moi, c'est les problématiques de marketing international qui m'intéressent et après plus globalement autour du marketing digital et tout ce qui est data, en fait, pour piloter toutes les actions qu'on va enclencher. Frédéric ? Oui, Frédéric Abécassis, directeur de l'agence Brands Agency, qui est une agence de communication 360, mais qui fait notamment beaucoup de média planning et d'achat d'espace avec 1 minute 30, et aussi du marketing digital, qui est un peu une forme moderne d'achat d'espace. On va y revenir, mais les ponts entre communication et marketing, finalement, c'est un peu la même chose. Pour moi, le marketing digital, c'est aussi du média, mais avec des techniques effectivement de marketing. Ce sera le sujet de ce webinaire. Et toi, Philippe, avec qui on était la semaine dernière encore pour parler d'organisation. C'est toujours un plaisir. Bah ouais. Voilà, Philippe Guénoc, moi je suis directeur marketing chez Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels pour les services clients et les centres de contact. Et donc, ce qui fait que je suis un peu naturellement intéressé à tout ce qui touche à l'expérience client du fait du métier d'Akio et au parcours client, ce qui inclut aussi le parcours d'achat. Et puis, par ailleurs, je suis en tant que directeur marketing en charge de la lead gen et de l'acquisition chez Akio, mais je suis aussi directeur commercial adjoint, ce qui fait que ce qui m'intéresse, c'est aussi l'alignement entre le marketing et les ventes pour que ça se passe bien et jusqu'à l'expérience client. Et on va parler de ça, et en particulier dans le dernier webinaire de la journée à 16h, où on a tout un sujet sur les ventes et sur justement comment le commercial fait progresser le client dans son parcours d'achat et comment le parcours d'achat peut aussi vachement structurer la relation commerciale. Ça, c'est pour tout à l'heure. En attendant, ce que je vous propose pour introduire, comme on l'a fait au précédent webinaire, 2 petites vidéos. Une première pour présenter la méthode et ceux qui n'étaient pas là. Une deuxième sur la cartographie de l'acquisition pour introduire nos sujets marketing. Pendant la vidéo, je vous demande à tous de couper votre micro parce que sinon, ça fait des doublons. Merci, à tout de suite.
Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Alors nous voici de retour, je lance la deuxième vidéo et puis on attaque la table ronde. C'est parti, hop. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est compris des produits, les études attestées auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30 Publishing. Et nous revoilà pour cette table ronde. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je sais pas vraiment par quoi lancer le sujet. Moi, je me dis finalement la grande nouveauté et on la vit aujourd'hui de façon plus forte avec le Covid. C'est quand même la place prise par le marketing dans le parcours d'achat jusqu'à la vente, rendue possible par le e-commerce. Et je trouve ça intéressant de commencer cette table ronde sur la dimension e-commerce et comment l'e-commerce a transformé le marketing et à travers ça, en offrant cette possibilité d'acheter à distance beaucoup plus facilement qu'avant. Samuel, si tu veux lancer ce sujet-là. Je te remercie encore une fois, Gabriel. Écoute, moi, si tu veux, quand tu m'as consulté pour écrire le livre, j'avais dit quelque chose qui était important pour moi aujourd'hui, c'est que la plupart des patrons de PME, de TPE, si tu veux, je te parle pas des grands groupes ou des grandes sociétés,
la plupart ne connaissent presque rien au marketing digital. D'accord, ne connaissent presque rien. Et quand tu as les agences qui viennent les voir et qui essaient de les démarcher, la plupart du temps, elles viennent les voir en disant on va faire une stratégie SEO, on va faire une stratégie SEA, on va faire ceci. Ils comprennent pas. Ils sont, si tu veux, un petit peu perdus. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est vendre tout simplement. Ils veulent vendre leurs produits, ils veulent vendre leurs services en ligne, ils veulent que ça, comme tu dis, ils veulent que ça aille vite et bien, si tu veux, et ils veulent apporter un chiffre d'affaires supplémentaire, surtout dans la période d'aujourd'hui. Et quand on a écrit un petit peu, si tu veux, ce livre-là, c'était dans l'optique de dire aussi la chose suivante. Aujourd'hui, il faut arrêter de venir braquer directement, si tu veux, les patrons de PME et les patrons de TPE et autres. Il faut leur donner quelque chose de facile, quelque chose qui soit applicable, quelque chose qu'on puisse mettre à disposition. Et c'est ça qui est important. Et quand tu vois que tu as aujourd'hui deux éléments qui sont très importants, tu as 37% des PME françaises qui n'ont pas de site Internet. Donc, ça veut dire que tu as un énorme travail à aller chercher sur le e-commerce encore, un énorme travail d'évangélisation. Et donc, ce livre-là, ce genre de livre-là, c'est pour moi une clé véritable pour le futur et pour notre économie française. Tu as presque 7% seulement des sociétés françaises qui sont matures en marketing digital. Donc, tu es obligé de faire un travail d'évangélisation de la chose. Ce travail d'évangélisation, il peut pas venir simplement en disant bonjour, je m'appelle société X, société Y, je veux faire du e-commerce, j'arrive. Non, il y a tout un ensemble en fait pour pouvoir conditionner une société véritablement au e-commerce. Et ça, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne le savent pas. Et quand on a un plan, si tu veux, qui est aussi concret, et c'est pas encore une fois faire de la réclame sur le livre, mais parce que ce livre aujourd'hui est une véritable réponse à un besoin français, un besoin de l'économie française. Quand on se dit que le e-commerce doit devenir fondamental, qu'il est aujourd'hui 200 milliards, qui doit devenir à 2030 à 300 milliards, tu es obligé de passer par des étapes. Ces étapes, ce sont comment évangéliser la chose. Et si tu évangélises la chose de la manière la plus simple possible, la plus abordable possible, tu vas donner l'envie à ces commerçants, si tu veux, de passer le step véritablement vers le e-commerce. Pas que sur les marketplaces, parce que tout à chacun, évidemment, peut aller sur Amazon, faut pas être un sorcier pour le faire. Mais avoir son propre site internet, avoir sa propre landing page, avoir aussi du SEA, avoir du contenu, avoir une stratégie de SEO, avoir une vraie optique, si tu veux, qui va aller de l'avant, qui va les amener vers les années 2020-2030. Et moi, si tu veux, un dernier point que je fais, après on pourra aborder plus en détail la partie technique, la partie marketing digital, c'est que la plupart des sociétés qu'on a pu rencontrer, toi et moi, ces derniers temps, elles nous disent une chose qui est très simple. J'ai besoin de faire du chiffre d'affaires. Vous me proposez quoi concrètement maintenant, tout de suite? Et la plupart, si tu veux, encore une fois, c'est pas pour être péjoratif, mais la plupart des gens vont leur dire, on peut faire ce plan-là, on peut aller faire ça, ça va prendre du temps, ça va prendre 3, 6, 12 mois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, avec ce genre de plan, on peut aller très vite dans la déballe, on peut aller très vite, si tu veux, droit au but, et on peut mettre en place véritablement quelque chose pour ces TPE, ces PME-là, qui sont la colonne vertébrale de l'économie française. C'est mon sentiment, si tu veux, c'est pour ça aussi que j'étais très heureux de t'accompagner là-dessus, et j'étais aussi heureux, si tu veux, de me dire que aujourd'hui, on prend au sérieux cette économie 2.0, cette économie aujourd'hui qui a fait trop défaut depuis des dizaines d'années en France, malheureusement. Et vous pensez quoi à ce titre de la nouvelle subvention de l'État? Je crois que c'est 500 € par commerçant pour les aider à se digitaliser. Et 1005, je crois. Tu peux aller jusqu'à 1005 avec le chèque numérique. Ouais, il y a des histoires comme ça. Il y a un truc à 500, il y a un truc à 1005. C'est par région. Vous en pensez quoi? T'as un avis là-dessus, Frédéric, Philippe? Ah, t'as pas le micro. Faut l'unmuter. Reste tombé. Non, enfin, pas d'avis spécifique, si ce n'est que 500 €, comme tout le monde, ça paraissait dérisoire, tu vois. C'est tout ce qui est remonté pour l'instant, et que ça va pas suffire, et que, alors là, on part plus sur une dimension sociale du truc, mais il y a une fronde des commerçants qui est en train de monter. Donc, voilà, c'est un autre sujet, ça, mais moi, je pense que le coût des 500 €, c'est pas assez, et qu'il faudrait aussi les aider, effectivement, à se digitaliser. Alors, tu as Amazon qui propose maintenant de digitaliser les petits commerçants. Je viens de lire l'article il y a 3 minutes juste avant. Donc, encore une fois, c'est les GAFA qui veulent en profiter, quoi. Tu as Cdiscount aussi qui propose. J'imagine. Voilà. Il y a Intermarché aussi qui a fait des initiatives de cette nature. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une forme de miroir aux alouettes quand même dans l'e-commerce. C'est et je l'ai vécu moi en tant que petit commerçant. J'avais une boutique dans le Marais avec ma marque Litchi. D'une part, c'est possible pour tous de vendre partout dans le monde grâce à l'e-commerce, d'avoir une vitrine présente à l'international, accessible à tous, à un clic, en ayant une URL, etc. Mais très souvent, on ne mesure pas la complexité. On parlait de la différence par la marque.
de se différencier pour être celui qui vend et la boutique chez laquelle les gens vont plutôt que toutes les autres, et en particulier plutôt qu'Amazon avec toute la puissance de la logistique, de la marque mise en place par des acteurs comme Amazon. Et dans ce travail qu'on doit faire d'évangélisation des e-commerçants, il y a à mon sens, Samuel, un travail aussi de leur dire, de faire passer ce qui est possible et ce qui l'est beaucoup moins, pour que les gens se brûlent pas avec cette ambition et cette possibilité de vendre à tous, mais sans se donner les moyens d'être connus d'une petite cible, avec une vraie différence sur la proposition de valeur, etc. Si on vend des produits que tout le monde vend, on ira les acheter là où ils sont le moins chers et là où l'offre de service et en particulier les retours, la logistique est la plus efficace, quoi. Mais là-dessus, si je me permets encore de prendre la parole, tu as tout à fait raison, mais si tu veux, tu as une différence aujourd'hui entre les sociétés qui vont être accompagnées par des agences et tu as des sociétés qui vont essayer, si tu veux, d'aller choper du budget média. Tu le sais pas moi, Gabriel. Le but aujourd'hui étant, c'est que, encore une fois, la démarche de ce livre-là, pourquoi elle est fondamentale? Parce qu'elle va permettre de donner des ailes aux petits commerçants, aux TPE, PME, mais pas en leur disant, écoutez, du jour au lendemain, vous allez devenir milliardaire avec le e-commerce et vous allez pouvoir concurrencer les plus gros concurrents. Pas du tout. C'est juste pouvoir se projeter, de passer ce pas, si tu veux, du réel, enfin du virtuel au réel. Et aujourd'hui, le virtuel au réel, c'est, j'ai envie de te dire, il y a le grand canyon entre les deux, tellement c'est important, si tu veux. Et quand je te dis encore une fois, pour moi, ce chiffre-là, il m'a choqué, des 37% des PME françaises qui n'ont pas de site internet et 7% qui sont matures en marketing. Et tu t'imagines un peu, ça veut dire qu'il y a presque 90% de TPE, PME qui ne savent même pas, si tu veux, aller sur internet, qui ne savent même pas vendre leurs services ou leurs produits. Et là, tu te dis quoi? Tu dis, soit on les accompagne, et bon, pas avec 500, 1000 ou 1500 euros du chèque numérique, parce que ça, Frédéric l'a dit, c'est de la rigolade et c'est peanuts, malheureusement, ça n'a pas aidé beaucoup. Mais si tu veux, avec une partie pédagogique aussi, de leur dire, vous pouvez le faire, ça va coûter tant, mais il y a des manières de le faire. Pas malheureusement. Ouais. Tu m'entends là? Bon. Ouais. Pour pas se brûler les ailes. Tu as des manières de le faire aussi en étant suivi. Et c'est aussi pour ça, si tu veux, que moi, je suis rentré dans le consulting, parce que tu avais énormément de sociétés qui m'ont dit, écoutez, j'ai jamais fait de e-commerce aujourd'hui. Et tu vois que les mecs, pourtant, c'est des patrons sur la vente physique, sur la vente de services et autres. Donc, si tu arrives, si tu veux, à prendre ce gap-là et avec des initiatives comme toi, tu l'as mis en place, bon, peut-être qu'on va arriver à quelque chose finalement en France. Mais je pense qu'on a énormément de travail et ça passe par là. Antoine, toi, ton site e-commerce en Allemagne, c'était sur l'absinthe, et donc tu avais comme ça une offre de produits qui n'était pas présente ou pas marketée ou plus différenciante que un autre site d'alcool. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, moi, j'ai commencé en Allemagne et donc ils distribuaient en fait dans différents pays, mais ils n'avaient pas de site en langue française. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'après, moi, j'ai dit, OK, je vais développer un site pour adresser le marché français dans un premier temps. Après, bon, on l'a traduit et on l'a développé. On fait actuellement la livraison dans le monde entier en différentes langues. Mais le point de départ, ça a été vraiment de dire, OK, on va adresser toute une clientèle avec un produit qui ne peuvent pas trouver. Et on va se démarquer également des e-commerçants présents qui vendent ce produit par la qualité en fait de notre site internet. Donc il y a tout un travail en fait que j'ai effectué pour effectuer des fiches produits très informatives en fait sur les produits qu'on vendait, parce que une personne qui va arriver sur un produit sur un site e-commerce, elle va se baser sur quoi? Sur le visuel, sur le descriptif, sur les éléments de réassurance qui vont faire qu'après elle va passer à l'achat. Et c'est comme ça en fait, en décrivant les produits, en se démarquant, qu'on arrive à vendre en ligne. Voilà. Et Samuel, en termes de démarcation, le succès de Bioloca et en particulier du tapis champ de fleurs, tu l'expliques comment, avant qu'on parle des différents leviers d'acquisition que vous avez mis en place, mais sur cette compréhension, déjà sur la différenciation produit, puis sur la compréhension des mal de dos. Si tu veux, elle a été très simple au départ. Au départ, on n'avait pas du tout de budget à proprement parler.
D'accord, quand on a commencé, c'était une petite boîte, si tu veux, en 2012, qui faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Quand moi, je suis arrivé début 2013, on me dit, voilà, tu as 2000 balles pour faire du marketing digital, débrouille-toi un petit peu avec et on veut grandir. Moi, la seule manière, si tu veux, que j'ai vu à l'époque de pouvoir et faire du gros et pouvoir devenir plus important et, si tu veux, pouvoir se faire connaître, c'est de faire que notre produit prenne un créneau qui est bien différent des autres, comme tu le dis, qui se différencie, qui est de faire et du naturel et bon pour le mal de dos, mais surtout sollicité, plébiscité par les clients, parce que je pense, et je penserai jusqu'à mon dernier jour, que les meilleurs ambassadeurs, c'est les clients au final. Et à la fin, quand on dépensait presque 350 000 euros de marketing mensuel, avait quand même 40% du chiffre d'affaires qui était effectué par le bouche à oreille. Donc là-dessus, quand si tu veux créer cette customer experience qui a été ultra importante et qui a été véritablement le vecteur, si tu veux, du succès Bioloca, c'est que les gens ils se sont sentis accaparés d'une mission en fait. C'est pas je vous vends un produit, je vous oublie, d'accord ? C'est je vous vends un produit, je vous explique pourquoi il est bon, je vous explique pourquoi il va vous accompagner sur le long terme et pourquoi il va aider en plus la plupart de votre entourage. Et une fois que les gens se sont sentis accaparés par cette mission, c'est eux-mêmes qui sont devenus nos ambassadeurs, et tu le voyais sur Facebook, tu le voyais sur les réseaux, c'était eux-mêmes qui allaient défendre directement la marque. Donc tu avais un créneau, si tu veux, on a pris aujourd'hui le mal de dos, c'est pas tu rentres dans si tu veux, là où moi j'ai eu ce déclic là, c'est que quand je suis rentré à la boutique du dos dans le 9e, les mecs ils te reçoivent avec une blouse et t'as pas mal au dos quand tu rentres, t'as mal au dos quand tu sors. Et moi je me suis dit, la seule manière, si tu veux, de pouvoir parler à la plupart, c'est de démocratiser le mal de dos. Et tu le démocratises avec un produit, si tu veux, et tu le vends d'une manière qui est complètement décalée. Si tu le vends de la manière naturelle, parce que tout le monde aujourd'hui aime le naturel, le bio, l'écolo, ça c'est important, mais tu prouves aussi son efficacité, si tu veux, avec des tests cliniques qui sont importants, et tu dis qu'aujourd'hui c'est le seul produit à 100 € qui va véritablement soulager et guérir le mal de dos, si tu veux, ça te fait 97% de clients qui sont satisfaits, 500 000 clients en France, presque 1,5 million sur toute l'Europe, et tu prends ce créneau-là, qui est un créneau qui est simple, mais tu le multiplies fois je sais pas combien. Et quand tu commences à avoir de la masse, et là, si tu veux, c'est un espèce de SEO bouche à oreille, tu vois. Et c'est ça qui a fait la différence pour nous, véritablement. Philippe, sur ce sujet du e-commerce et de l'opportunité en termes de distribution pour tous les commerçants, et ça c'est vrai en B2C, mais aussi en B2B, d'avoir cette possibilité de vendre à distance. De fluidifier les tunnels de vente et les parcours d'achat. Alors moi, je vais d'abord rebondir, avant de répondre à tes questions, sur ce que vient de dire Samuel. Je suis assez d'accord avec lui. On le vit ici chez Akio également. Juste avant la réunion, là, j'ai fait un peu le calcul de la somme des leads générés depuis le début de l'année pour comparer avec l'année précédente. On est dans les budgets de 2021. Alors forcément, il faut montrer le meilleur résultat possible pour justifier de budget encore plus important l'année prochaine. Et en l'occurrence, il se trouve qu'on a fait un peu moins bien cette année que l'année dernière en génération de leads. C'est pas une surprise, étant donné l'année. En pure génération de leads, on n'est pas beaucoup moins bien, mais on est un petit peu moins bien que l'année dernière. Et nettement moins bien que ce qu'on avait prévu et programmé. C'est pas vraiment une surprise, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que malgré ça, on a quand même un bon chiffre d'affaires on va avoir un bon chiffre d'affaires sur 2020 grâce aux clients, parce qu'ils commandent beaucoup plus que l'année dernière. Alors, on est dans le monde des centres de contact, donc des services clients, donc forcément en ce moment, ils sont extrêmement mobilisés, très appelés, parce que tout passe par le e-commerce, justement. Et quand vous avez des clients comme Kiabi, comme Interflora, forcément, ils sont très, très appelés en ce moment, donc ils nous commandent davantage. Ça, c'est la première chose. Et sur la pure acquisition de nouveaux clients, puisque c'est le sujet, on a, dans les leads qu'on a récupérés, une plus grande proportion qui viennent par la recommandation. Ça, c'est pas lié à la crise sanitaire. C'est lié au fait que depuis 3 ans, on fait un gros travail d'expérience client et de qualité d'expérience client, c'est-à-dire que les sociétés qui nous achètent, on les accompagne, on va les aider davantage, etc., par rapport à ce qui était fait avant, et que tôt ou tard, ça se traduit par beaucoup de recommandations. Résultat, on a donc une part croissante de recommandations dans l'acquisition qui est liée à l'expérience client, dont parlait Samuel. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait un chiffre d'affaires sur ces leads générés cette année qui est supérieur à celui de l'année dernière, bien qu'on ait eu moins de leads. Donc, ça veut dire que les leads sont de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent par de la recommandation. Donc ça, c'est le premier point pour compléter ce que disait Samuel. Pour répondre à ta question que j'ai oubliée, c'était quoi ta question ? Ah oui, le B2B, le e-commerce dans le B2B. Alors nous, on ne vit pas ça de la même façon que vous, évidemment. Enfin, par rapport à des sites e-commerce qui s'adressent soit à des particuliers, soit à des petits commerçants, puisque nous, nos cibles, c'est plutôt, je parlais d'Interflora, Kiabi, c'est
plutôt des grandes entreprises ou des grosses ETI, AXA Bank, Engie, DHL, c'est plus le monde de l'artisanat. Mais on a quand même, d'abord, il y a du e-commerce en B2B, nous, on ne fait pas du e-commerce. Par contre, on a une problématique assez proche quand même, qui est ce qu'on va appeler, pour dire les choses simplement, du do-it-yourself. On est dans le monde de l'édition de logiciels, et il y a une grande question aujourd'hui, dans ce monde-là, qui est valable, je crois, pour à peu près tous les éditeurs, qui est-ce que je fais des logiciels les plus automatisés possibles, qui demandent le moins d'accompagnement possible, en mettant le plus de choses possibles sur mon site web e-commerce, en mettant des tutoriels, en mettant des aides à la vente, en mettant des espaces de compte où on peut changer tous ces paramétrages, etc. Faire en sorte que le client soit complètement autonome. Ou bien, est-ce qu'on reste sur du logiciel où on va accompagner le client, on va l'aider à paramétrer, on va lui fournir du conseil, du service, etc. Le sens de l'histoire, très clairement, c'est d'aller vers le do-it-yourself. Et la façon d'acquérir les gens pour faire du do-it-yourself n'est pas du tout la même. On est sur du logiciel automatisé, on va faire du marketing plus automatisé. C'est le sens de l'histoire. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour donner aux clients une bonne expérience tout en automatisant les choses, de sorte qu'on est quand même obligé de fournir encore beaucoup d'accompagnement et d'être dans un modèle encore d'accompagnement le plus possible. Et on est dans le monde du service client. Nous, on a tendance à dire qu'il ne faut pas laisser le client tout seul. Au contraire, il faut l'accompagner, il faut être avec lui. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible. Valérie, tu veux intervenir sur ces sujets e-commerce ou... Moi, ce que je dirais, il y a trois, dans B2C ou B2B, il y a trois types d'entreprises par rapport au e-commerce. Il y a les pure players, les hybrides et ceux qui vivent à aujourd'hui, qui ont l'ADN, la proximité dans leur ADN. Je pense qu'au-delà de je pense vraiment au commerce de proximité. Et effectivement, au-delà de l'utilisation des 500 €, au-delà de l'utilisation même des moyens que pourrait donner Amazon et ses discounts, c'est quand même un chemin qui va être, je pense, pour certaines entreprises, un peu long, parce qu'elles n'ont pas du tout ça dans leur ADN, parce que la proximité, pour elles, c'est une proximité physique. Enfin, j'en discutais avec mon fleuriste hier. Il me dit, j'habille en fait ma relation client en click and collect, mais en fait, vous êtes passé devant et je vous ai servi. Donc, il y a une vraie réflexion aussi pour accompagner ces entreprises-là qui vivaient de la proximité, que la proximité physique dans leur ADN, pour se dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec le e-commerce. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de l'information sur des nouveaux services? Est-ce que c'est pourquoi pas demain un e-commerce, j'allais dire, de quartier? Pourquoi pas? On peut réserver, on peut. Enfin, il y a pas mal de champs des possibles finalement. Et je pense qu'on a un rôle en tant qu'agence, en tant que, nous intervenants sur le digital, de pouvoir aider ces entreprises effectivement à réfléchir sur la meilleure utilisation du e-commerce après le Covid. On espère, évidemment, on espère que cette crise se finira assez rapidement. Frédéric, sur cette question du e-commerce? Je ne suis pas un grand spécialiste, moi, du e-commerce, donc j'écoute et avec attention en plus et j'apprends des choses. C'est certain, je rejoins Philippe sur l'accompagnement encore. Il y a à la fois de la demande d'autonomie, je le sens aussi dans mes propres clients, mais tout ça se rejoint et en même temps, il y a besoin vraiment d'accompagnement, de conseils. C'est aussi, c'est un autre sujet, mais petit à petit, la mutation des agences et des honoraires d'achat d'espace qui deviennent des honoraires conseils aussi, tout ça, finalement, ça se rejoint aussi quelque part. Et l'accompagnement est important et précieux. Moi, j'ai envie de finir et de faire la transition de cette partie e-commerce vers après en particulier les médias digitaux, à travers 4 pages du livre que je vais vous présenter. C'est cette notion d'invariant d'un parcours d'achat e-commerce. Et en particulier, ce matin, on vous présentait le double diamant avec toute la première partie du diamant qui consiste à découvrir le problème et la deuxième partie du diamant qui consiste à résoudre le problème. Et en fait, dans un parcours d'achat e-commerce, on va avoir sur la deuxième partie du diamant, sur la partie résolution du problème, une
des invariants de ce parcours d'achat sur comment se fait la recherche en ligne d'un produit, sur comment on arrive sur un site e-commerce, comment une vente se conclut. C'est ce qu'on a essayé de résumer sur cette page-là, avec la recherche de produits sur un moteur de recherche, la présence sur les réseaux sociaux, la recherche aussi maintenant de plus en plus directement sur des marketplaces, dont Amazon, Cdiscount qu'on a évoqué tout à l'heure. Le fait d'avoir aussi des recherches sur des comparateurs, le e-commerce amène très profondément des recherches qui sont encore plus orientées prix que quand on va d'une boutique à l'autre. Quand on est dans un commerçant local, on peut pas aller comparer le prix de ce commerçant local avec le commerçant de 500 mètres plus loin, ou en tout cas c'est une comparaison prix qui met du temps. Là on est à un clic, donc on va, et puis en plus on a les comparateurs, donc comparer entre Cdiscount et Amazon qui est le moins cher pour le même produit, c'est extrêmement facile. Il y a toute la dimension étude de la fiche produit qui est importante, la qualité de l'entreprise et donc tout ce qui est lié à la réputation de l'entreprise. Encore les prix qui sont à comparer chez un comparateur, mais qui sont aussi à comparer au complet avec les frais de livraison, le passage de la commande, etc. Donc tout ça, c'est des invariants. Et de facto, on a traduit ça, et en particulier, on a fait ce travail avec Samuel sur, dans le livre, un diagnostic de votre site e-commerce avec ces grands invariants, avec une première étape qui est jusqu'à la découverte du site e-commerce, enfin une première étape. Une première étape de cet invariant, d'abord on décide d'acheter le produit ou pas, et ça c'est le premier diamant, mais ça on le traite pas là. Mais une fois qu'on a décidé d'acheter, il faut faire en sorte d'être trouvé, et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les moteurs de recherche, le SEO, le SIA, la présence sur les marketplaces, la présence sur les comparateurs, et on a listé un certain nombre d'actions et on voit que c'est assez complet à mettre en œuvre, et c'est en cela que c'est pas un petit boulot de se lancer dans l'e-commerce, parce qu'il y a d'une part faire le site, remplir les fiches produits, mais venir adresser l'ensemble de ces leviers. Là, on est sur le parcours d'achat, donc avec le site web, avec la présence des comparateurs, des fiches produits, le travail sur la réputation, le fait d'être attractif, le fait d'avoir le tunnel de vente le plus resserré possible. On se rend compte que c'est un gros boulot, et pas juste un petit boulot, c'est pas juste faire un site, y mettre des produits, c'est vraiment d'être capable d'être au top sur l'ensemble de ces étapes du parcours d'achat, travail qu'a extrêmement bien fait Amazon depuis 25 ans, ce qui explique le succès qu'Amazon connaît. Samuel, tu veux commenter un peu toutes ces étapes ou compléter ce que je viens de dire ? Compléter, non, parce que je pense que tu as bien résumé la situation. Non, encore une fois, juste je rebondis sur ce que tu dis. C'est pas, voilà, avant de commencer à vendre en ligne, si tu veux pas arriver là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, moi ça me peine et ça me chagrine, si tu veux, en tant qu'e-commerçant, qui pensent que parce que, si tu veux, tu as du Shopify, du PrestaShop, etc., tu peux devenir e-commerçant en un claquement de doigts. Mais c'est des opérations qui sont très rapides, on va dire, si tu veux. C'est des gens qui vont aller pour faire du court terme et qui n'ont pas vocation, si tu veux, à aller avoir une vraie stratégie de moyen long terme en règle générale. Quand on a listé ensemble le panel de toutes ces opérations à faire, c'est presque 7 ans d'expérience de Bioloca. D'accord? Donc, c'est 7 ans d'expérience qui m'ont dit que voilà, on a commencé de presque rien à mettre en place plus de 22 leviers en concomitance sur le marketing digital, à avoir des avis clients, à avoir des avis de rassurance, à avoir des RP, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Comme tu dis, on peut pas s'inventer et s'improviser e-commerçant. Il y a des steps à respecter. On peut vendre un produit comme ça un petit peu à la one again, avoir une landing page qui va t'aider, très bien. Mais si tu veux inscrire ton commerce, si tu veux t'inscrire sur le long terme, tu es obligé de respecter certaines choses. C'est ça que je parlais des invariantes qui sont très importants pour moi. Et une fois que tu les respectes, tu peux jouer les règles du jeu, si tu veux, de la plupart des sites TPE, PME qui tiennent la route aujourd'hui en France. Et moi, je pense une chose qui est vraie, en tout cas, pour moi, elle est vraie. Quand tu commences, si tu veux, à faire les choses de manière professionnelle, que tu les fasses tout seul ou même accompagné par une agence, tu as beaucoup plus de chances, si tu veux, d'avoir une pérennité et donc de pouvoir avoir un retour sur investissement à un moment donné, que d'aller et de penser que tout à chacun, on peut aller sur Google Ads, qu'on peut aller, si tu veux, sur Facebook, qu'on peut aller sur juste mettre de l'argent et puis se dire que ça va marcher. Ça ne marche
pas comme ça. C'est pas parce que tu as une enveloppe que fondamentalement tu vas réussir. Si tu veux réussir, l'enveloppe, il faut savoir la mettre là où il faut. Et je pense qu'on a listé, Gabriel, sur cette partie-là du livre, toutes les steps qui sont nécessaires pour pouvoir bien investir, bien être accompagné. Et donc, encore une fois, passer du virtuel au réel, véritablement, pour les e-commerçants. Et ça passe des TPE, PME, voire même des grandes sociétés aujourd'hui qui sont quand même à la traîne sur la partie e-commerce. Alors, Frédéric, pour rebondir sur les bons leviers du marketing digital à activer, tous les nouveaux outils digitaux. Tu les as cités, effectivement, on peut revenir un peu dessus. Évidemment, la clé et le mot magique, c'est data. Alors, magique avec tout ce que cela inclut voilà, aussi d'opaque parfois. Je pense qu'Antoine complétera aussi sur ce que je veux dire sur la data, mais évidemment, avec l'arrivée du digital, ça a fondamentalement changé le média planning. On parle plus de média planning, y compris pour les anciens médias, mais d'audience planning. De plus en plus, c'est aller capter l'audience et pas juste se dire, tiens, ce média, c'est vrai qu'au tout début, il y a 20 ans qu'on a commencé à faire de l'achat d'espace online, on se disait que forcément, au féminin, il y aurait des femmes et sur l'équipe.fr, il y aurait des hommes qui adorent le foot. Et en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'on peut trouver aussi et cibler des femmes sur l'équipe et cibler des hommes sur au féminin, c'est justement aller chercher l'audience. Et ça, c'est possible désormais grâce à la data, historique, les cookies, etc., l'historique de surf, etc., etc. Donc, évidemment, pour revenir sur les sites e-commerce notamment, il y a à la fois ce qui est l'intentionniste. Donc là, c'est même plus du média, c'est on chope la personne qui a tapé un moment je veux acheter des produits bio de qualité, etc. Donc, elle est déjà dans une intention. Et là, c'est avec les search ads qu'on peut le faire, évidemment, puisqu'ensuite, si on est bien référencé, et c'est tout un travail qui est souvent oublié ou mal fait parfois par les annonceurs. En plus, il y a le travail de référencement naturel et de référencement payant. Et c'est à ce moment-là qu'on est exposé, sachant que du coup, on est sur une cible qui est déjà concernée puisqu'elle a tapé le produit en question. Et puis après, il y a les réseaux sociaux, tu l'as dit, avec la possibilité de ciblage hallucinante qu'offrent les réseaux sociaux et parfois effrayante, les Facebook, Instagram et compagnie, puisqu'on peut cibler évidemment socio-démo classiques, le genre, l'âge, voilà notamment, et puis les centres d'intérêt. Ça, c'est quand même un truc assez énorme sur Facebook. Le cibler aussi par les conversations que vous avez sur vos fils d'actualité, ce à quoi vous vous intéressez, etc., etc. LinkedIn, il y a effectivement le profil archi détaillé qui fait que LinkedIn peut vendre du ciblage hallucinant par fonction, sous-fonction, taille d'entreprise. Enfin, voilà. Vous savez tout ça et ça aide évidemment. C'est un levier impératif à activer. Celui-là, donc le search ads, et puis après tu vas effectivement parler des comparateurs et des marketplaces, c'est-à-dire non seulement il faut y être, mais il faut être bien placé. C'est aussi un travail de référencement d'ailleurs pour apparaître au bon moment dans les comparateurs. Il y a la dimension Google Shopping, je ne sais plus si on l'a vu passer, très importante aussi, c'est d'apparaître évidemment en haut dans Google Shopping, enfin dans les premiers, faire le même travail qu'on fait sur Google classique, texte entre guillemets, mais il y a un travail à faire sur Google Shopping et voire même sur Google Images. Ou ne serait-ce que si votre produit apparaît, ça va aider également. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de communication, hein, forcément, depuis une dizaine d'années, depuis 15 ans. On n'est plus dans le média planning d'avant, mais tous ces leviers-là sont très importants, liés à la data, évidemment, à la façon dont elle est recueillie. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont nés depuis 10 ou 15 ans autour de la data. D'autres sont déjà morts aussi parce que pas fiables. Mais il faut faire attention, il faut faire le tri au milieu de tout ça. Sans compter qu'il va arriver prochainement, très très prochainement, l'histoire des cookies qui vont être, comme vous savez, on va retirer les cookies-less. Sauf que Google est déjà en train de travailler sur un nouveau truc qui s'appelle la Privacy Sandbox, qui ressemble à un peu à la même chose sous un autre nom. Qu'il y aura aussi avec l'identifiant unique, ça peut être aussi l'occasion justement de contourner ça. Donc il y a déjà, alors que c'est toujours pas acté, les cookies-less, ça va arriver bientôt. Il y a déjà les règles de contournement qui apparaissent aussi quand vous regardez un peu. Enfin, il y a déjà des webinars qui se font autour de ça, d'ailleurs, aussi. Là, j'ai fait passer quelques slides quelques pages du bouquin pour illustrer tous les sujets qui sont abordés. Je me suis un peu attardé sur les slides liés au KPI. Est-ce que comment tu conseilles à un acteur de suivre ces KPI, de les mesurer? Effectivement, ça fera une transition avec Antoine aussi. Tout bête, c'est j'ai vu passer CPA à un moment, le coût d'acquisition, évidemment, ô combien important, Samuel est bien placé pour le savoir, mais c'est ne pas raisonner que le CPA. En fait, ça, Samuel le sait aussi, et j'ai été confronté aussi dans mes autres expériences dans d'autres agences à des annonceurs e-commerce qui étaient obsédés par le CPA, qui
ne regarder que ça quand on leur envoie un reporting et pas le reste. Et voilà, à la limite, c'est surtout ça qui… Évidemment que c'est important, le CUDAC, évidemment, le nombre d'inscriptions quand c'est des inscrits, le nombre de produits achetés, évidemment que c'est important. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un travail avant, il y a tout le parcours qu'il y a avant. C'est que de toute façon, il faut être exposé, il faut un clic, il faut regarder justement le taux de transformation entre clic et acquisition. Parfois, c'est lié au fait que le formulaire est pas bon. Voilà, il y a plein de sujets. Le seul conseil, c'est ne pas juste regarder le CPA. Voilà. Mais là-dessus, tu as tout à fait raison. De toute façon, le CPA, tu le regardes, pour moi, c'est la finalité de l'histoire. Déjà, avoir un CPA, il faut combien de leads, si tu veux, il faut combien de… Voilà, pour avoir un client. Pour moi, c'est la donnée absolue, si tu veux. Tu as besoin de combien de touches pour avoir un client. Une fois que tu as un client, tu peux calculer ton CPA. La plupart des gens, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Frédéric. Bah oui, Ils s'arrêtent sur le CPA, si tu veux. Non, il n'y a pas que le CPA. Il y a toute une préparation en avant, si tu veux, qui est ultra importante. Tu as aussi quel canal, si tu veux, tu as quelle campagne, tu as quel persona, tu as énormément de choses. On parlait de data sur le point de vue des personas, mais on pourra en parler pendant des heures. Parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, l'équipe, je sais, j'en ai fait énormément de la pub avec l'équipe, que ce soit avec Allbrain ou que ce soit avec Taboola, si tu veux, avec le native. C'est vrai que quand tu voyais, en fait, les personas qui sortaient, mais moi, j'ai été étonné. Tu voyais que sur l'équipe, en fait, on faisait 47% de ventes qui étaient féminines. C'est incroyable, pourtant, tu vois, des pubs qui venaient de l'équipe ou du groupe l'équipe. Et ça, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Donc, avant toute chose, si tu veux, et c'est ça qu'on se disait, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure, et c'est ça que je voulais vraiment mettre en exercice. C'est, on ne s'improvise pas e-commerçant, et c'est pas parce que tu fais de e-commerce parce que tu sais ce que c'est un CPA, que tu es bon sur tous tes leviers. Pas du tout. Il y a un vrai travail à faire derrière. Et ça, ce travail-là, malheureusement, aujourd'hui, il est obligé d'être fait par les professionnels. Parce que, encore une fois, si tu as 7% des sociétés qui sont matures sur le marketing digital en France, ça veut dire que tu en as 90 autres %, si tu veux, qui sont complètement largués ou pas un peu. Et d'ailleurs, tu le vois, moi, il y a un truc qui est très intéressant. Ce que je disais à Gabriel le jour et à Jérémy aussi, qui modère, c'est que tu as sur LinkedIn une explosion, si tu veux, des recherches en emploi, responsable e-commerce, responsable marketing digital, directeur marketing digital, directeur e-commerce, enfin tout ce qui est, voilà, tout cet univers-là. Et là, tu dis, en fait, les gens, ils se sont dit avec le Covid, OK, on s'est réveillé, il y a un problème, il va falloir qu'on vende nos services et qu'on vende nos produits différemment. Et puis, on va essayer de prendre quelqu'un, on va essayer de l'embaucher. Et puis, voilà, si ça marche et tout le monde est content. Pas du tout. C'est le recrutement, pour moi, du directeur e-commerce, du directeur marketing digital, ça doit être la final step, en fait. C'est-à-dire qu'avant, tu as tout un plan qui doit être en exécution, et là, c'est la personne qui doit exécuter le plan. Et la personne doit venir avec ce plan. C'est marrant parce qu'il y a quelques années encore, je suis plus vieux que toi, hein, Samuel. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais il y a quelques années, quand il y avait une crise comme ça, les gros recrutements, c'était les commerciaux. Alors, on recrutait plein de commerciaux parce qu'on se rendait compte que là, il fallait vendre, c'est la crise et tout. Et on voit bien dans ce que tu viens de décrire et qui a été d'ailleurs effectivement confirmé par LinkedIn. J'ai vu un sujet passer là-dessus, une étude disant que en gros les 10 premiers posts, il y a 7 posts sur le marketing, je crois, en termes de promotion de posts sur LinkedIn. Donc c'est vrai, en ce moment, il y a énormément de posts qui sont à prendre dans le marketing. Et donc ça a switché, quoi, très concrètement. C'est-à-dire que voilà, on parlait de digital, voilà, le commerce, il est passé du côté, on parlait de e-commerce. Le e-commerce, c'est devenu, en fait, c'est du marketing qui fait de la vente, quoi, pour dire les choses. Exactement. Basé sur de la data. Antoine, sur le sujet de la data, des KPI? Ouais, je suis assez aligné avec tout ce qui est dit. Et ce qui est intéressant pour en revenir à la méthode, c'est qu'elle couvre vraiment tout le parcours d'achat, quoi. Et c'est difficile quand on parlait tout à l'heure de coût d'acquisition. C'est difficile quand on regarde juste un point, en fait, et qu'on veut le décorréler de l'ensemble du parcours, parce qu'on fait une erreur. C'est évident. Donc, quand on parle de KPI, il faut vraiment regarder, avoir une vision d'ensemble. Parce que là, on parle de plein de différents leviers sans rentrer en détail des uns et des autres. Mais c'est difficile de savoir, en fait, lequel actionner. Tout à l'heure, Samuel parlait, OK, quand on a un budget, où est-ce qu'on va le mettre? Et c'est pour ça qu'en fait, c'est super important d'avoir vraiment la vision d'ensemble, ce qui est difficile quand on connaît pas. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Et ce que j'aime beaucoup dans la méthode, c'est qu'à la fin, on couvre tout le parcours d'achat et on a des actions à chaque étape du parcours d'achat. Mais on peut ensuite prioriser ces actions-là. Et donc savoir, OK, où est-ce qu'on va commencer?
parce que c'est un peu dur quand on arrive là-dedans. On voit, waouh, ok, j'ai une trentaine de leviers là. Je commence par où là? Où est-ce que je vais mettre mes sous et pourquoi je vais mettre mes sous là plutôt qu'ailleurs? Donc c'est vraiment important de voir ça dans un ensemble et de pas sortir un chiffre du contexte parce qu'il a aucune valeur en fait quand il est sorti du contexte. Valérie, sur ces sujets? Je pense que je suis d'accord, il faut orchestrer, je dirais, les KPI en fonction du parcours client et aussi de la maturité de l'entreprise. Moi, j'ai travaillé 2 ans dans une start-up. Le coût d'acquisition, il était pharaonique. Mais moi, ce que j'ai regardé, c'était le trafic et le nombre de clics. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est la même chose quand on lançait j'étais chez Yves Rocher, quand on ouvrait des magasins dans de nouveaux pays, je regardais pas le débit moyen, hein, je regardais le nombre de gens qui étaient rentrés dans mon magasin. Voilà. Donc c'est important en fait, et je pense que c'est le rôle d'une agence ou de consultant, d'aider les entreprises à orchestrer ces KPI et ne pas regarder qu'un KPI final en fait. Final ou ultime, qui ne serait que le CPA. C'est un luxe. C'est évidemment important, mais ça intervient pour une entreprise mature aussi. Et c'est vraiment à prendre aussi au cas par cas, parce que voilà, on peut évidemment dire ok, sur tel sujet, tel KPI sont à regarder, mais après d'une entreprise à l'autre et du degré de maturité et de développement d'une entreprise, et en fonction des objectifs du moment, on va regarder différents KPI. Donc c'est vraiment à définir au cas par cas, et c'est difficile de faire une généralité en fait sur ce point-là. Alors je vais reprendre la parole 2 minutes. Une première fois déjà pour répondre à John Smith. Qui est John Smith? Mystère. Pour répondre à John Smith sur la question du fait qu'on ne traite pas tout le parcours d'achat, effectivement, dans Acquisition Strategy Design, on a choisi d'arrêter le travail sur le parcours d'achat et donc le travail sur l'acquisition au moment du premier achat ou de l'achat important. Et effectivement, pour nous, il y a le parcours client continue après, avec l'usage, avec l'upsell, la revente, la fidélisation. Mais ça fait l'objet de la réflexion actuellement d'un 2e livre, justement avec Valérie qui est autour de la table, et donc d'une réflexion sur la 2e partie du parcours qui, pour le coup, et on l'avait évoqué avec Philippe la semaine dernière, et a pas nécessairement les mêmes objectifs, cette suite du parcours que la première partie en termes d'acquisition. Donc ça peut être traité par 2 équipes différentes ou par une équipe unique sur l'expérience, mais on a déjà eu le débat la semaine dernière. Mais voilà, dans le bouquin en tout cas, on a fait le choix de dire c'est au moment de l'achat que s'arrête l'acquisition et donc que s'arrête notre travail sur le fait de faire progresser le client dans le parcours d'achat. Et on passe la main à une autre équipe potentiellement, ou à une autre démarche autour de la fidélisation, de l'expérience, etc. C'est un choix et ça nous donne l'occasion potentiellement de faire un 2e livre. Et dans ce premier livre, on se concentre vraiment sur l'acquisition. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer en réponse à John Smith, mystérieux. Et puis aussi un peu conclure cette partie sur le marketing digital, enfin en tout cas les nouveaux marketing paid digitaux et l'e-commerce, c'est sur cette notion d'effet ciseau. On voit pas le titre parce qu'il est masqué par nos photos, mais attention à l'effet ciseau. Et moi ça c'est un truc que je trouve hyper important par rapport à toutes ces plateformes payantes, Google, Search, Facebook, Instagram, etc., LinkedIn, c'est qu'on est dans des logiques, on peut avoir des coûts d'acquisition extrêmement efficace au démarrage quand on fait partie des premiers, qu'on est les premiers à utiliser ces canaux, et on va avoir des coûts d'acquisition faibles qui sont bien au-dessus de la marge et de ce qu'on gagne. Et ça vaut vraiment le coup et on arrive à gagner beaucoup d'argent, à être pionnier sur ces nouvelles plateformes, mais qu'avec le temps, systématiquement, avec la concurrence, avec le fait que c'est des mécanismes d'enchères, donc il renforce le coût d'achat des mots-clés, le coût d'achat de la publicité en native sur les réseaux sociaux, tout ça est dans une logique d'enchère où le reach baisse, où les prix augmentent, etc. Avec
à côté, et ça c'est vraiment l'effet ciseau, une concurrence accrue qui fait qu'il y a des gens qui proposent le même produit à des prix plus faibles, et on est dans un truc où le coût d'acquisition augmente, les marges diminuent, et à un moment, ces médias qui étaient extrêmement rentables pendant un certain nombre d'années le deviennent de moins en moins, et tous ceux qui n'ont pas réussi à créer, et ça rejoint ce qu'on disait sur la com, et c'est ce qu'on va dire sur les médias traditionnels, etc., qui n'ont pas réussi à créer un capital de marque autre que le fait d'être moins cher et de mieux et d'enchérir plus sur les plateformes digitales, ces gens-là sont exclus du marché. Et on passe de gens qui ont pu être très visibles, très machin, parce qu'ils étaient pionniers sur le digital, qu'ils avaient des bonnes landing pages, qu'ils avaient tout bien construit, à des gens qui sont complètement exclus du marché parce qu'avec la concurrence, les coûts augmentent, les systèmes d'enchères font augmenter les coûts, les marges baissent parce qu'il y a toujours des gens moins chers. Et si on n'a pas construit quelque chose d'exceptionnel à côté, et un Amazon l'a fait sur la qualité de son service, tous les acteurs qui survivent, c'est vrai pour un Booking aussi, qui au-delà du fait d'avoir énormément investi en SEA, a aussi une offre très exhaustive, des gens qui ont le réflexe Booking avant d'avoir le réflexe SEO, SIA maintenant pour aller sur Booking. Il faut réussir à construire plus que d'être très bon sur ces leviers, et ça nous donne une transition avec les médias traditionnels qui, de fait, ont gardé leur intérêt aujourd'hui. Ça, on n'a pas pu en parler pendant la partie communication. Et si tu as un petit mot à nous dire là-dessus, Frédéric. Oui, je voulais le faire taire, mais c'est très bien. C'est la notoriété qui est très importante. C'est-à-dire, c'est bien de faire l'e-commerce, c'est bien d'avoir la meilleure landing page du monde, des prix intéressants, tout ce qu'on veut. Si on n'est pas connu, personne n'y va. Les gens ne sont pas non plus rassurés. Donc, il est important de créer de la noto, et donc les médias dits tradis, même si maintenant, il est possible de faire du programmatique dans les médias tradis, ça c'est un autre sujet, mais les médias tradis servent à créer de la notoriété. Évidemment, la télé, qui est encore un carrefour d'audience incroyable, malgré ce qu'on en dit, y compris sur les jeunes qui, forcément, s'ils sont remis devant la télé avec les histoires de confinement, avec des audiences incroyables sur les 15-24, alors qu'ils ne regardaient plus la télé. La radio garde aussi voilà, c'est un très bon vecteur de noto. La presse, on le sait, c'est plus pour l'image, mais ça rassure de voir un visuel presse dans des titres connus et reconnus et appréciés. L'affichage, ça touche tout le monde dans la rue. Donc, de toute façon, il n'y a pas c'est compliqué de vendre via l'e-commerce si on n'est pas connu ou si on a une image moyenne, désastreuse, incorrecte à ce qu'on est vraiment. En plus, ces temps-ci, si on rajoute l'histoire de RSE et compagnie, il faut que les entreprises communiquent également sur leur image, et ça va pas être possible sur un visuel Facebook qui incite à cliquer pour aller acheter, ce qui est logique, c'est pour ça qu'on utilise Facebook et Google, c'est pour en 3 lignes vous inciter à cliquer et acheter. Mais avant, il y a tout un travail à faire sur les médias tradis. Je vais te donner la parole, Philippe. Tu m'as dit que tu partais vers 15h. Si tu as, à ce stade de notre discussion, des éléments à compléter. Si j'ai des choses intéressantes à dire. Alors, toujours. Ouais, ça. Alors, en fait, il y a quelque chose que je voudrais ajouter qui est lié un petit peu à ce qu'on se disait la semaine dernière. On a fait effectivement un webinaire avec toi. C'était sur le thème de l'organisation du service marketing. Pourquoi je parle de ça maintenant ? C'est que quand on a parlé de ça avec Gabriel, on se disait, Gabriel, son idée, c'est de dire, il faut un directeur marketing de l'acquisition, qui prenne tous les process de l'acquisition de A à Z. Donc, c'est plus un directeur marketing. Et qui est du coup plus un directeur de l'acquisition qui couvre un directeur de l'acquisition marketing. Et donc, toute la question qui va avec, donc là, on est plutôt d'accord là-dessus. Moi, je vois qu'il faut quelqu'un encore un peu d'un cran au-dessus qui prenne toute l'expérience client dans tous les sens du terme. Mais c'est un autre sujet. Là, ce dont je voudrais parler, qui est lié à cette opposition, quelque part, entre le digital et le offline, c'est que, comme on disait justement, pour qu'on arrive à faire un marketing direct, un marketing data, un marketing digital qui soit de bonne qualité, il ne s'agit pas seulement d'avoir les bons process, de faire les bons choix, comme disait Antoine. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des bons messages et de bien enchaîner les différents process de marketing pur, marketing opérationnel. Ce qu'il faut, c'est qu'en amont, on ait un bon produit et on ait une vision, qu'on partage une vision sous forme de communication qui soit de bonne qualité. C'est ce qu'on vient de se dire, d'accord ? Donc, si vous avez un mauvais produit,
avec une vision qui est absolument pas claire et pas cohérente, vous aurez beau faire les meilleures campagnes email qui soient, ça touchera personne. À l'inverse, moi, je sais pas vous, j'achète parfois des pulls chez Gant, la marque Gant. Leur marketing opérationnel, je sais pas s'il y a des gens de Gant dans la salle, il est ni fait ni à faire, c'est n'importe quoi. Leur message, ça pourrait être fait par un lycéen, tellement c'est mal fait. Par contre, ils ont quand même moi, je trouve qu'ils ont des bons produits, et puis je me retrouve un peu dans le positionnement de la marque. Du coup, j'achète, bien que je n'ai pas du tout envie de leur pub, quoi. Et pour ça, il me semble indispensable, et là c'est une question de gouvernance quelque part et de prise de pouvoir. C'est important parce que c'est le fondamental de l'acquisition finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'arrête. Je pense fondamental que dans la partie acquisition, il y a aussi toute une partie étude. Alors tu vas peut-être en parler après, Gabriel. Je ne sais pas si tu avais prévu d'évoquer ce sujet, mais il y a toute la partie étude qui soit vraiment prise en main, ainsi que une partie de la com. Et en particulier, ce qui me touche au cœur à moi, c'est la partie expérience. C'est la marque, quelle vision elle porte, quelle expérience, quelle aventure elle fait vivre à ses clients. Et ça, c'est pas forcément souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait de l'acquisition, on s'arrête vraiment à la pure partie vraiment strictement lead gen, on est dans le process, etc. Tout ce qui a été évoqué avant. Et y compris quand on est une petite entreprise, on va plutôt pas trop s'occuper des parties qui sont en amont. Il se trouve que chez Akio, les études typiquement qui sont menées de satisfaction auprès des clients sont faites par quelqu'un qui est vraiment en charge des clients, donc il n'est pas en charge de l'acquisition, mais qui, de manière systématique, à chaque fois qu'il y a une remontée client, le remonte auprès de l'ensemble des équipes marketing de prospection, marketing opérationnel, etc. Mais le reste aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que même, par exemple, les verbatim qu'on a qu'on remonte d'ailleurs grâce à nos outils auprès de nos clients, qu'on analyse de manière avec de l'intelligence artificielle, on remonte des tendances, on remonte des idées, on remonte des alertes, et tout ça va typiquement au marketing de process, de façon à ce que ça soit réinclus dans la stratégie. Ça, je crois pas que ça soit beaucoup fait, et je trouve ça vraiment regrettable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, c'est vrai que moi, je vais rebondir sur le sujet études, sur le sujet feedback client, etc., qui est un sujet abordé dans le livre et au tout début de la partie marketing. On parle du marketing produit, on parle des études. Je l'ai, compte tenu de la nature du panel, je suis allé directement au e-commerce et la partie marketing est très riche. J'entends pas. Non, mais c'était pour compléter. Et Valérie, tu veux peut-être répondre à Philippe? Moi, ce que j'avais envie de dire pour compléter ça, on a quand même depuis quelques années un levier extraordinaire, c'est les avis des clients eux-mêmes en acquisition. Moi, quand je pense qu'on est tous comme ça, et ceux qui nous écoutent, j'imagine, se projettent aussi. Quand j'hésite sur une marque, je la connais, mais le produit, je me dis qu'il est bien, mais j'hésite et puis je le trouve un peu cher. Bah, moi, ce qui me fait emporter ma décision, c'est l'avis des clients. Et quand même, moi, j'apprécie quand une marque a une véritable transparence par rapport à ses avis clients. Alors que ce soit Trustpilot ou pas. Mais ça, c'est au-delà des études clients qu'on peut garder pour soi, en tant que marque, et puis après réutiliser évidemment pour améliorer son expérience client. Mais l'avis des clients que je peux lire moi en tant que prospect, on va dire, pour un produit ou pour une marque que je connais ou pas, c'est quand même extrêmement puissant. Et je trouve que la transparence est une vraie promesse de marque et qui doit faire partie de l'expérience client. À ce titre, Claude abonde dans ton sens, Valérie, en disant le feedback des clients et prospects est rarement bien traité, en particulier en B2B, je le vois comme une zone d'amélioration. Mais ça, en fait, si tu veux, si tu reprends les trois derniers intervenants, si tu reprends Philippe, si tu reprends Frédéric, si tu reprends Valérie, en fait, tout se connecte. Parce que d'un côté, je te donne juste mon expérience à moi à Bioloca. Quand on a commencé, si tu veux, en 2013, on est passé de 300 000 à 3,5 millions de chiffre d'affaires. Moi, je me suis dit, si on a envie de se faire connaître de toute la France, il faut faire deux choses. Il faut mettre du Trustpilot à fond, d'accord. Il faut avoir une visibilité, il faut avoir une transparence client qui soit énorme. C'est pour ça qu'on a eu plus de 4000 avis clients et qu'on a été noté à plus de 9 sur 10 et sur Trustpilot, ça a fait notre notoriété. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Valérie. Ce que tu dis, Frédéric, sur la partie de la noto, c'est pour ça qu'on a pitché au RP, c'est pour ça qu'on a pris Daniel Narcisse en tant qu'ambassadeur de la marque,
si tu veux, c'est pour faire montrer patte blanche et que les gens ils viennent nous voir et qu'ils nous disent plus mais vous êtes qui, petite société qui vendait un tapis de fleurs de je sais pas où. C'est on est une société, on s'impose. Regardez, il y a un tel qui est par de nous. Regardez qui est notre ambassadeur. Donc du coup, si tu veux, quand tu as pignon sur rue, les gens ils viennent chez toi, c'est normal. Si tu as une bonne stratégie d'acquisition derrière, elle est phénoménale. Et ce que tu disais, Philippe aussi, c'est fondamental d'avoir cette stratégie derrière, parce que tout est une question de stratégie. Si tu vends un produit et que derrière tu n'as pas fait une étude de marché, tu ne sais pas pourquoi tu le vends, tu ne sais pas quel est ton cap, tu ne sais pas par quel canal tu vas le vendre, et puis après une fois que tu as eu un succès sur ton plan initial, tu peux agrandir le scope, au final c'est terminé. Donc tout ce qu'on dit se rejoint sur la step 1 de l'acquisition. Après la step 2, il y a la fidélisation, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut rebondir. Mais moi, je pense que tout, au final, est une question de stratégie, de volonté de la société mère, de savoir comment vendre. Et c'est pour ça, encore une fois, que je reviens à ce qu'on disait. Ce livre-là, aujourd'hui, la vocation à être quoi? À être le livre de chevet, en fait, de toutes les TPE, PME qui ont envie de devenir e-commerçants. Regardez les bonnes steps, regardez comment on doit faire les choses, regardez les objets marketing, regardez les marques avec qui il faut travailler, regardez notre retour d'expérience client, et de ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Vous partez pas au combat à main nue. Déjà, ça, c'est très important. Et une fois que la marque, elle peut se solidifier avec ça, même quand elle va aller voir une agence, quand elle va aller solliciter les agences, elle va être plus forte en soi. La société va être plus forte. Et elle va se dire, OK, je sais ce qui je suis, je sais ce que je veux vendre, maintenant, exécutez-moi un plan derrière. Mais la plupart du temps, c'est moi vouloir mettre argent, toi m'amener-moi argent. Mais ça marche pas comme ça. Il y a tellement à faire avant. Antoine, est-ce que tu veux répondre à Nicolas sur les indicateurs pertinents à prendre en compte au départ d'un site e-commerce? Tout dépend vraiment du type d'e-commerce, du nombre de produits et de le secteur sur lequel on se situe. Mais là, pour en citer quelques-uns, je parlerai du taux de transformation. Donc, à savoir, en fait, le nombre par rapport aux les visiteurs du site. Donc, ils vont voir aussi les fiches produits, combien il y en a derrière qui vont acheter le produit. Ça, c'est très important. Il y a en fonction des secteurs, il y a des chiffres de base et on peut se référer à ça justement pour savoir si on est bien ou s'il y a des améliorations à faire. Et également au niveau du panier, le taux d'abandon de panier, parce que si on arrive à amener les clients jusqu'au panier, combien vont techniquement acheter le produit derrière ou pas. Et ça, déjà, c'est parce que ce qu'on veut derrière, c'est vendre. Donc ça, ces chiffres-là vraiment sont très importants. Et ça nous permet justement d'identifier où est-ce qu'on peut agir pour améliorer ces chiffres-là. Moi, je vous propose de continuer la discussion sur toute la dimension marketing relationnel. À un moment, tu évoquais le marketing direct, mais aujourd'hui, le marketing relationnel a aussi évolué avec les nouveaux outils de marketing automation. Il y a eu, je crois que Jérémy a fait un petit sondage sur la dimension automatique, ou c'était peut-être avant. Valérie, est-ce que tu veux nous introduire ces sujets-là sur l'importance encore de ces outils, même si pour certains, on a beaucoup dit qu'ils étaient passés de mode et que l'email était mort, ce genre de choses? Moi, je vois le marketing relationnel un petit peu au-delà des outils, enfin des médias eux-mêmes. Le marketing relationnel, c'est s'adresser aux clients via possiblement les médias qu'ils préfèrent, mais aussi en personnalisant un maximum le message, donc qui peut être le produit mis en avant. Enfin, évidemment, on l'appelle par son prénom et son nom, c'est quand même toujours mieux. Donc le produit mis en avant, et puis je dirais aussi le message ou l'offre commerciale la plus adaptée et avec le bon trigger. Et c'est là que le parcours d'acquisition est important, puisque on active des messages à des moments clés du parcours client. Et j'ai envie de dire, avant l'heure, c'est plus l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Mais enfin, c'est quand même, quand on travaille sur le parcours d'acquisition et de fidélisation ensuite, d'ailleurs, c'est d'avoir vraiment ce qu'on appelle les bons éléments déclencheurs. Donc, pour moi, le marketing relationnel, c'est vraiment introduire une relation, on va dire, pertinente avec le client. Et moi, de plus en plus, je parle de marketing promo relationnel, parce que faire
pour moi, le marketing relationnel, c'est pas uniquement dire bonjour au client et lui donner que du contenu informatif. Le marketing relationnel, c'est faire de l'information, on va dire du transactionnel et aussi du serviciel. C'est lui donner un contenu qui peut l'intéresser. Tu peux préciser cette notion de promo relationnel? Promo relationnel, quand je dis souvent quand on parle de marketing relationnel, moi je le définirais pas uniquement comme un marketing qui s'abstiendrait de faire des offres promotionnelles en fait, ou des offres transactionnelles. Recevez 10% votre premier achat ou un chèque de 20 € à votre second achat. Pour moi, le marketing, je l'appelle promo relationnel pour bien, quand on fait, notamment quand on parle nous-mêmes en prospection à nos clients, pour leur dire, voilà, on va mettre en place un dispositif relationnel, mais qui mixe en fait des messages qui vont être plus, vraiment relationnels. Enfin, vous expliquez ce que fait la marque, vous demandez votre avis, vous donnez du contenu, et puis du contenu, on va dire plus incitatif à l'achat. Parce que, alors c'est marrant, parce que moi j'utilisais beaucoup la notion de content marketing direct, avec cette idée de dire que, et toujours dans le prolongement de l'inbound marketing, qui est la spécialité d'une minute 30, en tout cas pendant ces 8 dernières années, où sur beaucoup de clients qui étaient venus me voir en me disant je veux faire de l'inbound marketing, je leur ai dit oui bien sûr, et puis pour constater qu'en fait, les leviers de l'inbound n'étaient pas les bons leviers pour leur permettre d'acquérir des clients parce qu'ils avaient des cibles réduites, parce que c'était pas pertinent d'attendre que de faire du référencement naturel pour être découvert par quelques centaines voire milliers de personnes. Mais en revanche, ça restait pertinent de produire les bons contenus qui vont être intéressants et pas intéressés, et que ces bons contenus pouvaient être communiqués non pas seulement en devenant son propre média, en faisant du référencement naturel, en publiant des articles sur des blogs et tout, mais aussi en les utilisant dans des stratégies plus de marketing direct, donc malgré tout outbound, malgré tout intrusif parce qu'on achète une base de données et qu'on va shooter sur cette base de données, mais pas shooter de la promo, encore de la promo et du moi-je, mais shooter des contenus intéressants, répondant à des problématiques, venant étayer la discussion et commencer à créer du lien. Ça, c'est complémentaire, hein. C'est un dialogue continu qu'on a avec le client, enfin le client ou le prospect. Et ça, pour moi, c'est un mix en fait de différents leviers. On lui donne du contenu, on explique notre marque, on explique nos produits, nos services, on fait de la réassurance par rapport à ce que les clients ont pensé, on valorise nos innovations. Et puis à un moment, on lui donne aussi un incentive pour acheter, pour sauter le pas, et puis pour racheter. Et l'un n'est pas antithétique de l'autre. Et d'ailleurs, on a des clients, des prospects, enfin, entreprises qui nous demandent un dispositif relationnel qui combine, en fait, différents leviers. Il faut donner du contenu à la marque et puis à un moment, il faut quand même stimuler l'achat. Je vous laisse. Je retourne analyser les verbatims de mes clients et générer des bons leads. Je vous souhaite une très bonne fin de réunion à tous. Salut Philippe. Et vive l'acquisition strategy design. Merci Philippe. Frédéric, yes. Sur cette question des mix marketing et de la place de l'email et du relationnel, qu'est-ce que tu proposes toi à tes clients? Déjà, l'emailing justement qu'on avait enterré, tu l'as dit tout à l'heure, et qui revient fortement à la mode. Soit il y a l'emailing à la performance maintenant, on parlait de levier héroïste tout à l'heure, même l'emailing le devient, c'est-à-dire qu'on ne paye que si suite à l'emailing, il y a une inscription ou une acquisition. Alors évidemment, avec tous ces leviers à la perf, je rappelle que sans notoriété, c'est compliqué. Et au-delà de ça, il y a maintenant des techniques d'emailing qui fait qu'on peut mettre le prénom des gens. À un moment, ça lassait complètement quand on recevait un emailing qui paraissait totalement impersonnel. Maintenant, vous recevez des emailings avec marqué « Cher Gabriel »,« Cher Frédéric »,« Cher Valérie », etc. Parfois lié à des recherches Google. Sur Gmail, c'est lié à vos recherches Google. Donc, c'est des choses où vous vous dites « Tiens, mais c'est des produits qui m'intéressent, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi dont on n'a pas besoin. Moi, j'ai plus de bébés, donc des emailés où on parle de couches, je m'en fous. Mais et du coup, donc ça, voilà, il y a des emailings qui sont maintenant plus personnalisés, donc ça joue, ça revient.
Je vois dans les chats que Jérémy signale le mail n'est pas mort par contre. Non, l'email n'est pas mort. C'est vrai qu'on a failli l'enterrer il y a 5 ans et que ça reste un outil intéressant. Le SMS, évidemment aussi. Là encore, avec parcimonie, attention à pas surutiliser les bases, attention avec qui on travaille. Il y a tout un travail dans les agences de vérifier que ceux qui amènent de la data sont fiables, vont pas non plus sursolliciter les bases, mais l'emailing sur les jeunes, justement, qui a un fils lycéen, ça cartonne les emailing promo. Lui est content de recevoir un truc où il y a 25 mots, où on lui parle, on le tutoie, il y a un lien après, lui, ça lui va très bien. Il se sent pas agressé, voilà. Donc, il faut continuer là-dessus, sur notamment ces 2 canaux, en faisant encore une fois attention au discours et à pas sursolliciter la même base. Et quand tu vois par exemple qu'une marque comme on va citer Santé Nature Innovation, tout leur marketing aujourd'hui qu'ils ont effectué, alors eux ils ont fait un mix. Tout leur marketing c'est du marketing de content, c'est du content. Donc quand ils font du natif, ils font presque, si je me trompe pas, pour presque 100 000 euros natifs par mois. Donc c'est vraiment quand même une machine de compétition, c'est une usine à gaz. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ils envoient que du contenu. Ils envoient que du contenu naturel, que du contenu santé, que du contenu. Et puis il y a 1, 2, 3, 5, 7 séquences avant d'arriver sur une incentive. Donc en fait, ils sont presque d'utilité publique d'une certaine manière avant d'arriver sur je vends quelque chose au final. C'est comme ça qu'ils ont construit leur business model et qu'ils sont devenus, le copywriting que vous connaissez évidemment, c'est comme ça qu'ils sont devenus très forts. Moi, il y a une chose, je rebondis sur ce que tu disais aussi, Frédéric. Aujourd'hui, le mail n'est pas mort et il est loin d'être mort. Et c'est tout à fait vrai. Regarde, je te donne un exemple. Sur notre base de clients, nous, à l'époque de chez Bioloca, on était à un ROI de 1482% sur un shoot mail. Donc, tu vois, quand il y avait des mois où tu avais besoin d'aller chercher un petit peu plus, je savais qu'un shoot mail, ça faisait tomber, que ce soit sur une promotion ou autre. Mais quand j'ai commencé, si tu veux, à switcher le modus operandi et pas faire que des promotions, mais d'aller sur un newsletter, aller sur du content, aller, si tu veux, vendre beaucoup plus mon blog, là, j'ai eu peut-être moins de ROI direct, mais j'ai eu beaucoup plus sur la longue traîne. De la longue traîne, tu vois. Et moi, il y a un dernier truc que je trouve incroyable dans le marketing aujourd'hui relationnel, c'est la partie, encore une fois, des personas. Les personas, on en parle un petit peu, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, on a quand même des moyens, des outils, que ce soit du RTB, que ce soit du Facebook, qui nous permet d'aller cibler qui on veut, quand on veut, avec tel scénario. Et ça, c'est pas anodin. Facebook, bon, ils ont eu des problèmes pour ça, mais ils sont quand même sur un ciblage qui est quand même ultra intéressant quand on rentre un petit peu dans le système. Ils permettent en fait d'aller, en tant que marque, moi chez Bioloca par exemple, il permet d'aller sur des gens qui ont été sur un groupe bien-être, yoga, etc., d'aller leur shooter une séquence, en fait, directement sur Facebook pour leur dire, mais regardez par rapport au yoga ce que vous faites, etc., comment le chanteur peut être intéressant pour vous. Et donc, en fait, la boucle, elle est bouclée, ils arrivent chez moi et puis après, ils retombent encore dans une autre séquence. Donc, ça, c'est phénoménal aujourd'hui. C'est vrai que le marketing relationnel, quand il est bien utilisé à bon escient et qui fait partie évidemment, du marketing, direct marketing, de tous les leviers qui peuvent être mis en place, ça peut donner une notoriété en plus, parce que la notoriété, elle est super importante. Ça peut donner une notoriété à la marque et peut aller chercher des clients qui étaient inespérés. Mais ça peut être, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé aujourd'hui par les sociétés. Et quand c'est bien travaillé, c'est un outil de CA supplémentaire qui peut être incroyable. Mais il faut que ce soit bien travaillé parce que, effectivement, le marketing relationnel, il faut qu'il soit drivé par la data. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Et quand je suis moi-même cliente d'une marque, allez, je vais la citer, Verisure, depuis 10 ans, et que je reçois chaque semaine Verisure par un routeur qui m'inonde de propositions, c'est une vraie dégradation pour moi parce que je me dis, mais tu me connais. Ouais. Et c'est ce que souligne aussi Thomas dans le chat avec la multitude d'emails épuisants sur le Covid aujourd'hui. Oui. Et c'est ce qu'on disait dans la partie com, utiliser des process, utiliser des outils relationnels, digitaux, etc. Ne doit pas tuer la créativité et donc aller chercher des messages différenciants propres à la marque, des communications différenciantes, apporter de la valeur, être intéressant et le nombre de mails ne va pas remplacer la qualité des mails et il faut avoir le bon mix parce que c'est pas non plus la qualité qui remplace la quantité et ça trop souvent on dit il faut de la qualité et pas de quantité, il faut un mix des deux donc utiliser les bons outils mais les utiliser de façon qualitative en quantité et c'est tout ce travail là qui est
qui fait que notre métier de marketeur, de communicant, de vendeur reste intéressant, parce que c'est pas parce qu'on a des outils et des outils qui automatisent et qui peuvent envoyer autant de mails qu'on veut, créer tous les scénarios qu'on veut, qu'ils sont bien utilisés. Et pour le coup, la méthodo Acquisition Strategy Design, la compréhension des parcours clients permet de mieux scénariser tout ce qu'on peut faire en marketing automation, d'utiliser le marketing automation pour faire franchir des étapes par les clients, de vérifier qu'ils traînent pas dans une étape particulière, les relancer au bon moment, et ça part d'une compréhension fine des parcours qui permet de construire les bons scénarios et d'utiliser les bons outils relationnels. Et c'est vrai qu'on le fait en relationnel beaucoup, on en parlait tout à l'heure sur la dimension usage. Une fois que quelqu'un est client, on va dans les programmes relationnels essayer de l'adresser avec des messages particuliers selon son usage, selon son ancienneté en tant que client, etc. Mais avec les prospects, il faut faire la même chose. Si on a bien compris le parcours et les étapes dans lesquelles ils sont, il faut leur apporter le bon contenu propice à cette étape ou la bonne promo propice à cette étape qui va le faire progresser. Là où tu vois, ce qui est super intéressant, ce que tu dis, c'est que, et je rebondis sur ce que Thomas il disait, c'est que la plupart des sociétés, pendant le Covid, ils ont shooté des informations Covid. Notre société reste ouverte, notre société fait une promotion X, Y, Z, ok. Sauf que c'était ce moment-là, si tu veux, où il y avait un vide qui était sidéral et qu'il fallait l'occuper avec une vraie identité de marque et pas l'occuper juste pour dire on est ouvert ou juste on fait une promotion. Les sociétés, et d'ailleurs on l'a vu sur un client qu'on a traité ensemble, Gabriel et Jérémy qui est avec nous aussi, et Frédéric toi aussi, le but étant c'était quoi? C'était sur des clients existants et non existants, ça a été de partir chercher les clients, leur dire on vous vend quelque chose, on sait pourquoi on vous le vend. Ok, il y a un rapport avec le Covid, oui ou non, mais on continue à faire notre bonhomme de chemin. Et ça a fait une différence parce que les sociétés qui n'ont pas eu peur de parler, qui n'ont pas eu peur de communiquer, qui n'ont pas eu peur de continuer pendant le confinement sur des produits, sur du e-commerce, elles ont bénéficié de ROI et de chiffre d'affaires qui a été extrêmement intéressant. La plupart des sociétés, comme Thomas le dit, qui sont fait, la plupart, on a tous été inondés par des SMS, par des WhatsApp, par des mails. Alors, je sais pas quoi, en disant on est ouvert ou alors on vous vend une promotion parce que voilà, au final, c'était un parmi tant d'autres. Mais ceux qui ont gardé leur propre identité et qui ont été forts, qui ont une identité de marque, qui ont une stratégie, encore une fois, véritablement, c'est elles qui ont gagné aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a évoqué aussi ce matin. Je vais prendre la parole pour répondre à Jérémy sur les notifications. Oui, tout le marketing relationnel ne se limite pas à l'email. Alors l'email, c'est l'outil le plus connu, mais c'est aussi le SMS, c'est aussi potentiellement la téléprospection, c'était le fax, c'est aujourd'hui tout ce qui est chat, outils conversationnels, ça va être demain aussi tous les outils de voice, comme Alexa, comme Google, OK Google, etc. Et puis c'est bien sûr, comme tu l'évoques, les notifications dans les applications qui te permettent de créer un vrai parcours relationnel. Et qu'il faut traiter de façon effectivement complémentaire parce que parmi les gens qui ont téléchargé une appli, il y en a qui ont enlevé les notifications, qui ont aussi peut-être désinstallé l'application, qui ne se sont peut-être pas désinscrits au mail. Donc c'est important aussi de bien mesurer quand tu es en multicanal sur quel canal tu touches ta cible et de fait créer les bons scénarios pour ne pas la toucher plusieurs fois avec le même message, parce que rien de plus pénible de recevoir la même notif que son email et donc d'avoir le message deux fois, mais de trouver qui parmi tes contacts consulte les notifs, qui parmi eux consulte les mails et d'envoyer sur le média le plus adapté selon son usage aussi. Donc en cela, tu as une complémentarité. Et donc vraiment faire du marketing relationnel. Tout à fait. Et la relation, elle se définit aussi par quel canal utiliser pour être le plus adapté à la qualité de la relation. Avant de conclure cette table ronde, je vais faire un tout petit peu de promo. Promo pour le livre, on en a déjà pas mal parlé. Promo aussi pour une formation 1 minute 30 TV que j'ai mis en ligne, alors tout n'est pas encore en ligne, les vidéos sont tournées, il y a plus de 8 heures de vidéos, de lecture du livre commenté pour vous apporter
une information enrichie par rapport à tout ce qui est écrit dans le livre. C'est une formation à moins 50% actuellement, donc faut en profiter, même si les vidéos sont pas tout de suite disponibles. On les mettra en ligne dans les jours qui viennent pour que vous puissiez assister à cette formation, mais c'est le moment de bénéficier de l'offre de lancement. Et puis aussi, pour nous occuper pendant cette période confinée, on a imaginé une Learning Expedition en visio pour rencontrer tous les experts, influenceurs mondiaux du marketing, de la com et des ventes. Donc c'est l'occasion de rencontrer des Seth Godin, des Simon Sinek, des Alexandre Osterwalder, enfin tous ceux que vous voulez rencontrer. Il y a la possibilité d'ailleurs de compléter votre wishlist. On a commencé à en citer une douzaine, mais vous pouvez compléter la wishlist, nous dire qui vous voulez rencontrer et on essaye de vous organiser la plus belle Learning Expedition qui soit dans cette période où on peut pas bouger de chez soi. Donc, je vous invite à compléter le formulaire, à nous dire qui vous voulez rencontrer et potentiellement donc gagner une place dans cette Learning Expedition. Voilà pour nos quelques idées de lancement. Je vous redonne la parole aux uns et aux autres pour conclure sur cette partie sur le marketing avant qu'on adresse la dernière partie sur les ventes. Comme ça, on aura fait un tour complet des différents sujets du livre, même si à chaque fois, on est obligé d'en survoler et d'en éluder. On a commencé par Valérie, on va finir par Valérie et à toi Frédéric par exemple. Ok, ça va aller assez vite. C'est surtout tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, c'est complexe l'acquisition d'un client, mais c'est passionnant. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, il y a plein de choses, toutes les étapes on les a vues ensemble, encore pas toutes, hein, mais c'est vraiment complexe. Il faut faire attention à tout, de la noto à la perf, sur le site, autour du site, etc. Mais c'est hyper passionnant. Antoine ? Effectivement, c'est très complexe et c'est justement ce qui est super intéressant en fait dans cette méthode, c'est que ça vraiment permet d'avoir une vue d'ensemble et de structurer en fait tout le parcours d'achat, toutes les actions. Et ce qu'il y a, c'est que dans une entreprise, évidemment, il y a différents départements, donc ça va être la communication, la vente, le marketing, qui vont avoir différents points de vue. Et cette méthode permet d'aligner donc ces différents départements et de partager en fait une vision d'ensemble, tout en priorisant justement toutes les actions et donc de faciliter les dialogues entre les différents départements, de prendre des décisions sur quelles sont les actions à mener. Et comme on l'a vu, c'est très riche et donc parfois difficile et c'est là vraiment tout l'intérêt de la méthode. Voilà. Samuel ? Moi, je persiste et signe, encore une fois. Je pense que ce livre-là est d'une utilité publique pour nos TPE, PME, même pour des sociétés un peu plus grandes. Je pense véritablement aujourd'hui qu'on est à un tournant de l'économie française. Ce tournant-là, il doit être géré de la meilleure des manières. On doit aider nos sociétés à pouvoir se structurer dans l'e-commerce, à se structurer dans le 2.0. Pour ça, il y a des étapes. Ces étapes, elles sont toutes indiquées dans le livre. On donne en tout cas les best practices, on donne les meilleures idées. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont lire ce livre, en tout cas j'espère un maximum de personnes qui vont le lire, et c'est tout le mal que je te souhaite, Gabriel, liront avec attention ce qu'on a essayé de référencer, c'est-à-dire vous pouvez tous devenir e-commerçants, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, c'est l'économie de demain, mais il faut faire les choses de la meilleure des manières, il faut se structurer, il faut être fort, il faut avoir une vraie stratégie de marque. Il ne faut pas Moi, je pense que la finalité de tout ça, c'est qu'il faut pas dénaturer il faut pas dénaturer les marques, il faut pas dénaturer la société. Il faut pas essayer de ressembler à n'importe qui. C'est pas parce qu'on fait du marketing et qu'on utilise les mêmes leviers que les autres qu'il faut utiliser de la même manière que les autres. Donc, on peut trouver à nous notre moyen de personnaliser les choses, de faire des séquences, de faire des scénarios, de faire de la vente avec, évidemment, l'identité de marque, avec les valeurs de la marque. Et c'est de là que les gens iront acheter. Et c'est ça qui est le plus important. On voit qu'Antoine, Marc, n'importe quel imbécile peut prendre un tableau, mais le vrai talent, c'est de faire en sorte que quelqu'un l'achète. Voilà, t'as tout résumé, cher ami. Valérie ? Moi, je dirais que le marketing d'acquisition, il doit se nourrir aussi de la connaissance cliente qu'on a acquis en marketing de fidélisation. C'est pas réservé qu'aux grandes entreprises, mais c'est extrêmement important de bien connaître ses clients, quels sont les leviers qui les font aimer une marque, qui les font acheter une marque, et comment ils achètent pour les appliquer au marketing d'acquisition. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et que la connaissance client est importante.
également pour respecter le client, parce qu'on a parlé là d'inonder nos clients, de ne pas les inonder de mails. Et je crois que le respect, il est important, que la RGPD bien utilisée, elle doit favoriser ce respect du client. Et du respect naîtra aussi la confiance qui fait que je vais acheter une marque et la racheter. Ben, merci beaucoup Valérie, merci à tous. On se retrouve dans une demi-heure à 16h pour notre dernière table ronde. J'espère que je vais garder la parole jusque-là. Pour notre dernière table ronde sur la vente. Encore un échange qui était très riche. À tout à l'heure et à tout de suite. Merci. Merci Gabriel. Merci à tous. Salut. Salut.